Sud Radio, l'invité politique, Benjamin Glaise. Sud Radio, 8h32. Parlons vrai avec mon invité politique ce matin, Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Mardi prochain, le 15 juillet, François Bayrou va présenter les grandes lignes de son budget. Hier, vous avez auditionné Éric Lombard. Ça a été tendu hier avec alors c'était pas sur le budget. Le budget, on va le réauditionner la semaine prochaine, le 16, après les annonces de Bayrou. Ouais. Mais là, c'était sur l'histoire des Koum-Koum. Alors les Koum-Koum, vous savez ce que c'est ? C'est un système d'évitement de l'impôt offert par les banques aux plus riches contribuables. Ouais. On peut parler de fraude systémique en réalité. Et il y a une loi qui a été votée dans le projet de loi de finances 2025 à l'Assemblée et au Sénat, qui permettait justement de revenir sur ce système. Et on s'est aperçu, suite à la visite d'un rapporteur général de la droite républicaine à Bercy, que Bercy finalement n'avait pas appliqué la loi. Il avait appliqué des dérogations qui avaient été refusées par la loi. Bon. Et hier, on auditionnait justement Éric Lombard là-dessus, et on s'est aperçu de quoi ? C'est qu'au final, Bercy, de manière consciente, a effectivement décidé de se laver les mains de la loi qui avait été votée. C'est-à-dire qu'il a appliqué un amendement qui avait été proposé par Bercy, qui avait été battu par les députés consciemment, et c'est ce qui a été appliqué. Et ça tombe bien parce que c'est ce qui était voulu par le lobby bancaire, qui avait fait pression là-dessus. Donc le final de tout ça, ça s'est terminé avec Éric Lombard, nous assurant que si tout ça a été vérifié, et ça sera vérifié parce qu'on l'a vu hier, eh bien il allait revenir là-dessus. Donc croyez-moi, je vais veiller à ce que la loi soit appliquée, parce que cette histoire de Koum-Koum, c'est un vrai scandale. Et manifestement, c'est le lobby bancaire derrière qui a appuyé pour faire changer Bercy, ce qui n'est pas acceptable. Situation en tout cas financière, budgétaire particulièrement compliquée. Après le Portugal et la Grèce, la France s'endette désormais plus cher que l'Italie. Vous êtes quand même d'accord, Éric Coquerel, que la situation budgétaire est aujourd'hui alarmante, qu'il faut à tout prix faire des économies ? Très franchement, c'est pas la situation budgétaire qui est le plus alarmant, c'est la situation économique de ce pays. Pourquoi ? Parce que, en gros, on a un gouvernement qui, depuis 2017, en exécutif, Emmanuel Macron, qui a fait un pari. On va avantager les revenus capital, avec des impôts moins importants que la plupart des Français, pour faire en sorte qu'il investisse en France, qu'il provoque de l'investissement, de l'emploi, etc. Voilà, tout ça. Bon, et le bilan, c'est un zéro pointé. Emploi, ça va. Le chômage remonte à plus de 8%. Le taux de pauvreté, on en parlera tout à l'heure, je crois, explose dans ce pays. La productivité baisse et le taux de l'industrie, rendez-vous bien compte, parce que je pense que c'est un problème essentiel, l'industrie est en dessous de 10% du PIB, c'est absolument historique. Donc d'un point de vue économique, il n'y a pas eu tout ça. Et par contre, ça a créé des déficits, c'est-à-dire que nous payons tous les gens qui nous écoutent là, nous payons tous par nos impôts les cadeaux fiscaux aux plus riches. Bon, je pense que ça suffit et que moi je refuse d'entendre l'idée que pour réduire ces déficits, le gouvernement compte finalement ne pas baisser les pensions, baisser les allocations sociales, baisser les dépenses publiques qui évidemment ont des impacts pour la vie de tous les jours des Français. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut aller chercher des recettes. Il y en a pour plusieurs dizaines de milliards, et puis surtout pour permettre d'investir. Parce que pendant ce temps-là, figurez-vous, les Allemands investissent, ils vont investir dans leur économie, dans leur industrie cette année à hauteur de 82 milliards, et nous, c'est zéro. Voilà, nous n'investissons pas au moment où, je termine là-dessus, vous voyez les incendies à Marseille, dans l'Aude, etc. Les effets du dérèglement climatique sont tels que la France devrait investir sur cette question. Et en plus, ça produirait de l'activité. Bruno Retailleau qui assurait hier à Marseille préservation du budget sur ces 2 Canadair. En tout cas, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il ne faut pas préserver le budget, il faut l'amplifier. Rendez-vous compte que les pompiers, par exemple, ils ont 37% de plus d'intervention, les pompiers professionnels, depuis quelques années. Et leur effectif n'a augmenté que de 3%. Vous croyez vraiment qu'on va tenir avec désormais une France qui brûle littéralement? Donc ça, c'est par exemple sur la réparation des choses, ça touche aussi sur le littoral, ça touche sur les pompiers, les recruter, c'est pas toujours facile. On en cherche. Oui, mais il faudrait peut-être bien les payer, il faut que ce soit des pompiers professionnels, etc. Il faut qu'ils soient équipés aussi. Donc 2 Canadair seulement, en plus, vu que maintenant les incendies qui étaient restreints généralement dans les régions sud de la France sont devenus plus importants là-bas, mais maintenant on parle même d'incendies dans le centre, voire en Bretagne, voire dans l'Est. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas du tout au niveau et que ce budget ne va rien régler. Le patron de BPIFrance, je ne sais pas si vous avez vu, qui alerte, la France va vivre sa première cure d'austérité depuis les années 80. Est-ce que vous partagez son inquiétude? Est-ce qu'on s'oriente, selon vous, ici vers un budget d'injustice sociale? Totalement, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il ne passe pas.
C'est-à-dire que c'est un budget qui va frapper les plus pauvres, les plus défavorisés, ou même d'ailleurs 90% des Français en réalité, tous ceux qui comptent aussi sur les services publics, sur les systèmes de santé, sur les systèmes d'éducation. Prenons un exemple, on en parle rarement, les associations qui font un boulot formidable en termes contre la pauvreté, qui organisent des collectes alimentaires. Ces associations, aujourd'hui, elles tirent la sonnette d'alarme, parce que les budgets ont tellement réduit que 53% d'entre elles ont des problèmes et pensent qu'elles sont en danger. Bon, est-ce qu'on va laisser faire très longtemps? Vous avez entendu la ministre Catherine Vautrin hier qui disait les 10 millions d'euros supplémentaires d'aide alimentaire dans le budget 2025 maintenus. C'est pas suffisant. Excusez-moi, c'est pas suffisant par rapport à l'ampleur des choses. Le taux de pauvreté, 15,4% en ce pays. 650 000 pauvres de plus en un an. Bon, voilà le macroniste. 650 000 pauvres de plus en un an et des inégalités qui se creusent comme jamais depuis le 19e siècle. Éric Coquerel, si vous jugez les annonces trop dures pour les Français, et effectivement, on s'oriente vers ça, est-ce que vous les appellerez à se mobiliser dans la rue ? Déjà, oui, se mobiliser, bien sûr, parce que c'est toujours essentiel pour lutter contre un gouvernement injuste, mais on va nous se mobiliser à l'Assemblée. Et puis on compte bien, si vous voulez, faire en sorte que ce budget ne passe pas. Clairement, le gouvernement, manifestement, va essayer de passer par un 49.3, et je pense qu'il va falloir le censurer. On ne peut pas faire en sorte qu'une politique qui a été battue dans les urnes, rappelons-nous, c'est-à-dire que là, on a un gouvernement qui prétend imposer une politique qui a été battue dans les urnes en juillet dernier, qui prétend imposer toujours la retraite à 64 ans, qui a largement battu dans les urnes. On ne peut pas supporter que ce gouvernement, pendant 2 ans encore, fasse le malheur du pays, au moment même où la situation internationale, ce que impose Trump comme guerre commerciale, devrait au contraire nous inciter à jouer grand et non pas jouer petit comme on est en train de le faire. Vous ne voterez pas le budget, vous censurez le gouvernement. Manuel Bompard demande l'organisation d'une présidentielle anticipée. C'est la seule solution aujourd'hui pour sortir de l'impasse politique ? Alors, c'est pas la seule solution, mais c'est ce qui devrait être logique, parce que le responsable de tout ça, excusez-moi, mais c'est quand même Emmanuel Macron. C'est lui qui décide de la dissolution en juin dernier, c'est lui qui ne respecte pas le résultat des urnes et qui permet à des minoritaires de gouverner, ce qui fait qu'on est dans une situation totalement paralysée à l'Assemblée, où M. Bayrou ne tient que grâce au Rassemblement national. Hier, vous avez une loi pro-pesticides qui est passée, pro-agro-business, qui ne passe que parce que le Rassemblement national la vote, et c'est comme ça partout. Donc, c'est un très mauvais service au rendu au pays. Vous aurez besoin du RN pour le coup pour réussir à censurer. Attendez, je vais finir de répondre à votre question. Donc la question, c'est d'abord évidemment Macron, et je pense que si on voulait, avoir un tant soit peu de démocratie, c'est lui qui devrait démissionner et qu'il y ait des élections présidentielles anticipées. Je n'y crois pas. Je veux dire clairement, je n'y crois pas. Donc, comme je pense que le peuple est toujours la solution, l'autre solution, c'est une dissolution. Et tant qu'à faire, on prendra une dissolution pour que on arrête ce qui se passe, qui est mauvais socialement, mauvais économiquement, mauvais budgétairement et mauvais démocratiquement. Pauvreté, on l'a dit, qui a atteint un niveau record depuis 30 ans. 9,8 millions de Français qui vivent désormais sous le seuil de pauvreté, 1288 €. Je vous entendais il y a quelques instants, c'est la faute à Emmanuel Macron. C'est ce que vous pensez ? C'est sa politique depuis 2017. Il a fait une politique, il l'a décrite, elle a raté. On en tire les conséquences. Voilà, il faut peut-être arrêter dans ce pays de se dire qu'il est essentiel que Bernard Arnault ou les 500 personnes les plus riches de ce pays doublent leur patrimoine depuis 2017. Aujourd'hui, ils ont 42% du patrimoine national à 500. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Ils l'ont doublé. Peut-être que cet argent pourrait peut-être être redistribué ailleurs, dans le travail, chez les salariés, chez les artisans, chez les commerçants, chez les personnes justement qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et en plus, ces gens-là, ils consomment. C'est bon pour l'économie. Alors que M. Arnault, il accumule. M. Arnault et les siens, je parle. Gabriel Attal qui a remis une couche de son côté sur l'assurance chômage, suspendu cette réforme après la dissolution qui prévoyait notamment de durcir les conditions d'accès aux indemnités. Selon lui, ça ferait 4 milliards d'économies à peu près. Vous lui dites quoi ? C'est extraordinaire parce qu'il provoque le chômage et après ils punissent les chômeurs. Donc, si vous voulez, c'est des gens qui perdent au grattage et au tirage. Ils se retrouvent au chômage et on leur retire des indemnités. Il va y avoir plus de 8% de chômeurs à la fin de l'année. Plus de 8%, tout simplement parce que la productivité de ce pays baisse, et que quand la productivité baisse, ça veut dire que les entreprises considèrent qu'elles ont trop de travailleurs par rapport, en gros, au carnet de commandes. Donc, ils licencient. Et on va dire à ces gens qui sont licenciés, en plus de ça, vous serez moins indemnisés. En plus, c'est très mauvais pour l'économie. C'est la même chose que de s'en prendre aux retraités. C'est que si vous attaquez la consommation populaire, qui est le seul moteur en frontière, l'Allemagne, par exemple, marche sur le commerce extérieur. Nous, on marche sur la consommation populaire. Si vous abaissez la consommation populaire,
on peut dire que l'économie va aller encore plus mal. Il y aura moins de recettes, moins d'impôts, moins de cotisations et les déficits augmenteront. C'est pour ça que cette politique ne fonctionne pas. En pas de côté, je ne sais pas si vous avez vu l'image d'Emmanuel Macron accueilli en grande pompe hier à Londres par Charles III, tapis rouge, tour en calèche. Ça vous inspire quelque chose ou pas, Éric Coquerel ? Non, rien. Il n'a rien dit, il n'y a rien eu, il n'y a rien fait. Enfin, j'ai pas vu le moindre élément qui nécessite de passer plus de 30 secondes sur cette actualité, mais c'est peut-être aussi à l'image de la France, du rang de la France aujourd'hui sous Emmanuel Macron, c'est-à-dire on ne pèse plus dans le monde, alors que notre voix est attendue souvent, elle est souvent attendue. Allez dans n'importe quel pays du monde, vous verrez que les gens disent « Mais que dit la France sur tel thème, sur tel sujet, sur le conflit israélo-palestinien ?» La voix de la France est entendue et franchement, on a réussi à la rendre inaudible, ce qui est quand même problématique. On passe à un autre sujet, du coup, Éric Coquerel, la lutte contre l'entrisme islamiste. Emmanuel Macron qui veut une nouvelle loi qui s'applique avant 2026. Elle prévoirait des mesures accrues de contrôle et de gel des avoirs, aussi des sanctions contre les associations qui sont jugées communautaristes ou islamistes. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron perd son temps avec ce sujet ? Voilà, donc il est en difficulté politique et ce qu'il fait, c'est qu'il divise les Français avec ce bon vieux système qu'est le racisme, qui a toujours servi les possédants dans ces cas-là. Écoutez, il est raciste ici, Emmanuel Macron ? Non, mais ça, ce qui produit, ça produit du racisme. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que les chiffres, maintenant, ils ne peuvent plus être contestés. Vous avez une augmentation de 75% des actes islamophobes dans ce pays. Et en plus de ça, la plupart de ces actes islamophobes, aux 2 tiers, c'est des actes qui s'en prennent aux personnes. Vous vous souvenez malheureusement, par exemple, des 2 personnes qui ont été tuées parce que musulmans. Il y a des grenades qui ont été mises, qui ont été trouvées au dernier moment par rapport à des mosquées. Donc il y a une montée de l'islamophobie dans ce pays. Et que fait Emmanuel Macron ? Il pointe quelque chose qui est complètement poreux, c'est-à-dire dont un rapport qui est sorti récemment dit que ce n'est ni un danger sur le terrorisme, ni un danger sur une installation de califat, mais que finalement c'est une version que moi je peux contester par ailleurs, mais une version intégriste d'une religion, d'accord, mais qui ne met pas en danger l'État. Le rapport le dit, qui est très faible. Le rapport estime que c'est 7% des 2800 lieux de culte musulmans, et en plus sur des critères qui sont très vagues. Et qu'est-ce que fait Macron ? Il pense qu'il faut changer la loi encore pour durcir ces conditions. Est-ce que vraiment c'est ça l'urgence ? Donc ça c'est le rapport. Pour vous aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'existe aucun risque de séparatisme en France, dans aucun territoire de la République ? Ah, il y a du séparatisme dans le 16e arrondissement de Paris, à Neuilly, il y a du séparatisme. Les riches vivent entre eux, ils imposent leur loi à la République. Ça, c'est vraiment du séparatisme. Je crois que c'est pas ce qui était pointé j'ai compris, mais moi je pointe du doigt ça. Parce que ce que je constate, c'est que ce rapport, justement, qui, bizarrement d'ailleurs, ne parle pas des salafistes, d'accord, qui mènent notre monnaie, qui ne sont pas plus nombreux, mais qui mènent notre monnaie. Il parle uniquement du frérisme. Pourquoi ? Je pose la question, je ne sais pas pourquoi, mais je constate qu'il ne parle pas du salafisme, il parle du frérisme. Et le frérisme, tel qu'il le décrit, en réalité a une influence certes sur des croyants. Bon, ça peut être mais manifestement ne remettent pas en question, par exemple, la séparation de l'Église et de l'État. C'est ce que dit le rapport. Il n'y a pas de danger de califat en France ou de monnaie terroriste. Donc, est-ce que, au nom de ça, sur quelque chose qui est finalement résiduel, ce que dit aussi le rapport, qui est très faible, est-ce qu'on doit faire des lois encore plus liberticides qui permettent par exemple de prendre des décisions administratives et non pas judiciaires? Moi je ne crois pas, que ça soit l'urgence. Contre cette loi et c'est pas une urgence, on aura compris. Un dernier mot rapide, Éric Coquerel, le député à droite républicaine Vincent Jeanbrun était mon invité hier matin. Il a tenu des propos assez virulents à l'égard de LFI. Je le cite, il y a une convergence des luttes entre l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon et des radicalisés comme autrefois en Iran entre la gauche et les mollahs. Que lui répondez-vous? Déjà, il se méfie parce qu'il est rapporteur d'un rapport qui ne, contrairement à ce qu'il dit, qui ne pointe pas LFI, qui pointe les rapports qu'il peut y avoir entre des politiques et la question du terrorisme et la question de l'islamisme. Donc il est en train de complètement dévoyer le rapport qui a été adopté. Le commission d'enquête, par exemple, qui a été adopté, sur lequel, évidemment, M. Wauquiez voulait faire un coup politique contre nous, etc. Bon, mais qui a été, pour le passé, ils ont dû complètement changer leur fusil d'épaule. Donc, si ce rapporteur est en train de trafiquer complètement la commission d'enquête, c'est quand même assez gênant par rapport à des obsessions qui ne sont qu'une vision très complotiste, en réalité, des rapports en politique. Et je pense qu'il devrait se méfier, parce que dans les rapports avec l'islamisme, avec certains pays qui, du point de vue de l'islamisme, sont quand même
plus qu'inquiétant. On va aller fouiller du côté de la droite et l'extrême droite et je pense qu'on va rigoler. Éric Coquerel, mon réalisateur va me fusiller du regard, mais je vais rajouter une petite question. Ah, pardon. Sur le Tour de France. Non, c'est moi. Sur le Tour de France, je sais pas quel est l'avis de LFI, votre avis. J'ai ri, c'est le commentaire de la députée Sophia Chikirou à propos d'une photo, je sais pas si vous avez vu, où Fabien Roussel est tout sourire devant une voiture cochonou sur la caravane du Tour. Alors, est-ce que le Tour de France est ringard ou pas? Est-ce que LFI a un problème avec le Tour de France, avec Cochonou ou avec Fabien Roussel, que sais-je? Roussel a plutôt un problème avec nous en général, la manière dont il nous critique, mais moi j'ai aucun problème avec le Tour de France. Voilà, mon grand-père suivait assidûment et je suis encore un peu, même si un peu moins comme ça, mais je suis les sports en général. Éric Coquerel, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Merci et très bonne journée à vous. 8h47 sur Sud Radio, on revient dans un instant. 0826 300 300, vous nous appelez, l'actualité, vous donnez votre avis, puis vous nous appelez aussi si vous êtes du côté des incendies dans le sud de la France.